Bonjour à tous. Le climat des affaires s'est encore dégradé au Cameroun, suscitant la colère des grands patrons. Selon le quotidien Le Jour, le président du groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, Célestin Tawamba, déplore l'état détérioré des relations entre le directeur général des impôts et le secteur privé, avec un risque d'affaiblir les entreprises, l'investissement, l'économie et l'emploi. Pour la nouvelle expression, c'est l'exaspération des entreprises camerounaises victimes de tracasseries qui a poussé le président du JICAM à saisir le chef de l'État pour dénoncer une pression fiscale asphyxiante, des redressements fiscaux démesurés et des contrôles fiscaux qui se transforment en règlement de compte, des méthodes draconiennes des impôts qui menacent la survie des entreprises et découragent des investisseurs. Face à ces accusations du président du JICAM, la Direction générale des impôts dénonce dans les colonnes de l'Œil du Sahel une mauvaise foi de l'organisation patronale, surtout en ce qui concerne le dialogue entre l'administration fiscale et le patronat. Au moment où le brûlot du JICAM est rendu public, le directeur général des impôts a remercié dans un communiqué tous les contribuables qui se sont conformés à leurs obligations de déclaration et de paiement des impôts et taxes en 2019. Le directeur général des impôts encourage l'ensemble des contribuables à faire preuve de civisme fiscal au cours de l'année 2020 et plusieurs journaux ont défendu les performances du directeur général des impôts. D'autres ont même politisé l'affaire, notamment le journal Repère, qui indique à sa une « Et si le JICAM était instrumentalisé par le MRC ». Cependant, le ministre des Finances croit savoir que les relations conflictuelles entre secteur privé et administration publique sont liées à l'objectif de maximisation de recouvrement des recettes fiscales et douanières. Il appelle au dialogue pour l'examen et la résolution des problèmes du secteur privé. Cependant, des questions demeurent. Au regard de la situation sociopolitique du Cameroun, les préoccupations des entreprises en difficulté sont-elles réellement prises en compte? Que valent ces cadres de concertation et de discussion régulières entre le secteur privé et le gouvernement? Pourquoi le recouvrement des recettes fiscales et l'élargissement de l'assiette fiscale suscitent autant de conflits entre secteur privé et gouvernement au Cameroun? 3 ans après la mise en place du programme de redressement économique du Cameroun, le pays est sorti de la ligne rouge avec les conseils du Fonds monétaire international. Des indicateurs sécuritaires et sociaux restent au rouge, à tel point que les forces de défense et de sécurité ont intensifié les opérations militaires sur le théâtre de la crise anglophone. Selon le Messager, hélicoptères de combat, avions de reconnaissance et renforts de soldats illustrent le niveau d'alerte dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Cependant, les affres de cette guerre ont provoqué l'indignation de la Presbyterian Church in Cameroon, la PCC, dans une lettre ouverte adressée à l'opinion publique nationale et la communauté internationale. Le modérateur de la PCC condamne la recrudescence des violences meurtrières, des incendies, des exécutions sommaires, des kidnappings. De telles exactions sont contraires à l'esprit de paix véhiculé lors du grand dialogue national. Le modérateur de la Presbyterian Church in Cameroon exhorte le gouvernement à abandonner l'option militaire et s'activer à implémenter les résolutions du grand dialogue national pour faire cesser la violence et promouvoir la justice et une atmosphère de paix. C'est dans cette escalade de tensions que s'est ouverte la campagne électorale à travers le triangle national. Pourquoi cette montée de violence meurtrière dans les régions anglophones, notamment le nord-ouest et sud-ouest, où sont engagés le RDPC et l'opposition dans la compétition électorale? Comment mettre fin à ce cycle de violence meurtrière et de tensions dans ces parties du Cameroun? Mesdames, Messieurs, ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des experts de haut vol et hommes politiques de premier plan conviés sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois Martin Ombarzine. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes expert en banque et finance. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et juste en face de vous, un autre expert, cette fois-ci des finances publiques, enseignant d'université, notamment à Yaoundé, Dr Ariel Nitedem. Bonjour. Bonjour Cédric Nofelet. Merci de m'avoir convié sur ce plateau. Je profite pour dire bonjour aux Camerounais à diaspora, à ceux-là
qui luttent tous les jours pour apporter une contribution significative, notamment au plan économique, à leur pays. Et pour rappeler que la diaspora, qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup entendre de sa voix, c'est cette diaspora politique qui, ma foi, n'est-ce pas, contribue à jeter de l'huile, n'est-ce pas, sur une situation déjà explosive, la situation de crise que nous vivons, ou de guerre civile que nous vivons au nord, ouest, au sud-ouest. J'interpelle donc les uns et les autres à plus de responsabilités pour qu'on arrive justement à trouver une solution à ce problème pour que notre pays se mette résolument sur la voie de l'émergence que les dirigeants ont bien voulu choisir pour ce pays. Après ce plaidoyer, je présente un autre panéliste sur ce plateau. Il est consultant sur droit de réponse, éditorialiste de La Nouvelle Expression, Edmond Kamgia. Bonjour Edmond. Bonjour Sidi Noufélé, je salue les co-panélistes et mes salutations renouvelées aux téléspectateurs fidèles de cette émission. Sur le plateau de droit de réponse ce dimanche, elle est députée sortante RDPC avorissante, communicante du parti au pouvoir ce dimanche sur ce plateau, honorable Marlise Doualabel. Bonjour. Bonjour et bonjour à mes copanélistes. Je suis heureuse d'être là et vous voyez que je suis la seule politique du plateau et ça se voit puisque j'ai déjà arboré ma tenue d'engagement. Et je suis heureuse d'être là. Pourquoi ? Parce que c'est important d'échanger. Le travail que vous faites est un travail capital qui permet à nos concitoyens de vivre au jour le jour les différentes altercations, les différentes avancées de notre pays et de vivre au jour le jour les avancées de la démocratie. Nous en parlerons dans cette émission. J'annonce également comme invité attendu sur ce plateau, Maître Lavoisier Tsapi, qui est membre du conseil juridique du SDF, cadre militant du SDF qui doit être présent dans les toutes prochaines minutes, nous l'espérons. Et au moment où il est en train de s'installer et qu'il est déjà avec nous, je vais d'abord démarrer avec vous, Ariel Mitedem, concernant ce brûlot du président du JICAM adressé au chef de l'État pour évoquer la détérioration des relations entre le patronat et la direction générale des impôts. Quelle est votre réaction lorsque vous avez parcouru cette correspondance ? Cela traduit une situation que j'ai déjà déplorée à maintes reprises lors de mes prises de parole publiques, à savoir que la direction générale des impôts ne fait pas suffisamment pour limiter, n'est-ce pas, la fraude fiscale et l'évasion fiscale qui a cours au Cameroun. Et justement, dans le cadre d'une mission que la Banque mondiale m'a confiée l'année dernière sur la révision, n'est-ce pas, du format des lois de finances, j'ai rencontré, n'est-ce pas, l'association corporatiste qui s'occupe justement de la fiscalité. J'ai échangé avec eux, j'ai été justement au JICAM et ces travaux m'ont permis de mettre la main sur une étude qui a été réalisée, commandée par le JICAM avec les experts du MINFI. Et cette étude, n'est-ce pas, rend compte de la réalité fiscale au Cameroun, à savoir que c'est les mêmes sociétés qui payent. Voyez-vous, cette étude rendait compte du fait que la pression fiscale est de plus de 30% sur des sociétés qui payent du secteur formel. Et par contre, elle est de 0,02% sur le secteur informel. Et quand on parle de ce secteur informel, vous avez l'impression qu'on parle de vendeurs de friperies ou de vendeurs au marché central, que non. On parle des opérateurs économiques d'envergure qui sont restés dans l'informel et l'administration fiscale ne fait aucun effort pour les rendre, pour les mettre dans le formel, à savoir des importateurs. On a vu des importateurs qui importent pour des milliards de francs dans ce pays, qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils ne sont pas connus dans le fichier fiscal. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. La fraude fiscale au Cameroun a une envergure démesurée. Et il en est de même de l'évasion fiscale. Je prends souvent une anecdote que je dis souvent. Quand vous voyez un personnage ou un artiste en Europe, un personnage de grand profil, qui a en difficulté avec la loi en Europe, de quoi il s'agit? Quand je dis en Europe, en Occident, c'est qu'il a un problème fiscal. Quand c'est un acteur de cinéma,
un footballeur, quand il se retrouve en indicateur, ça veut la loi, c'est à cause des problèmes fiscaux. Est-ce qu'on a déjà eu ça au Cameroun? Que non. Alors que quand vous ne payez pas vos impôts, quand il y a de l'évasion fiscale, la fraude fiscale, vous violez la même loi que celui qui est traîné en justice par le TCS et qui se retrouve en prison à Konegi pour des années, viole la loi des finances, qui présente le budget du Cameroun en recettes et dépenses. Le fonctionnaire qui détourne viole cette loi du côté des dépenses. L'opérateur économique qui ne paye pas ses impôts viole la même loi du côté des recettes. Il devait être traité de la même façon. Il devait répondre devant la justice parce qu'il crée le même préjudice à l'État que le fonctionnaire qui détourne crée. Donc il devait être interpellé sur la base de cette loi des finances, qui est une loi de la République. On ne le voit pas. Je ne vois pas ces opérateurs économiques qui ne payent pas d'impôts, qui font la fraude fiscale, bien sûr, quelquefois avec la complicité des agents de la direction des impôts, sont inquiétés. C'est comme si c'était normal de ne pas payer ses impôts. Quelquefois, on se réfugie dans les partis politiques, on se réfugie et on ne paye pas d'impôts, et c'est comme si c'était normal. Ce n'est pas normal. Donc, je ne veux pas rentrer dans cette considération politique. Il n'est pas question de politiser cela. Il est question de la performance, la direction générale des impôts que j'ai toujours décriée. Il est temps que cette administration sorte de son confort, parce que ce qu'ils font, c'est que chaque année, ils définissent un montant qu'ils vont atteindre sur la base de je sais trop bien quoi, parce que pour définir, il faut d'abord recenser, il faut faire un recensement du contribuable, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Il y a l'assiette, il faut recenser, et c'est à partir qu'on peut définir le montant attendu. Ce n'est pas le cas. Ils définissent le montant, et quand ils l'ont atteint, on dit qu'ils ont atteint à 100%, ils ont atteint à 110%. Pourtant, tout le monde sait que la fraude fiscale et l'évasion fiscale accrue dans ce pays et a des dimensions importantes. Je peux vous dire, le potentiel fiscal du Cameroun, c'est autour de 23%. Aujourd'hui, nous sommes à 16%. Si on avait atteint le potentiel fiscal du Cameroun, on n'aurait pas besoin de l'aide pour financer nos activités. Et le secteur privé, notamment le JICAM, se plaint d'une énorme pression fiscale. Avec vous, Martin Ombazing, il y a ce principe de la fiscalisation sur le chiffre d'affaires qui crée la discorde entre l'administration fiscale et le JICAM. Comment analysez-vous cette tension qui existe aujourd'hui entre le secteur privé et l'administration fiscale? Non, moi je pense que ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas l'être parce que, voyez-vous, ces deux institutions qui sont amenées à travailler ensemble. C'est-à-dire que dans aucun pays au monde, on peut admettre que ce type de controverses apparaissent. Moi, ce que je veux dire, je pense que ça ne nous fait pas grandir. Ça ne fait pas grandir au Cameroun. Parce que lorsque on voit ce qui a été écrit, je vais vous dire, même si c'est moi le président de la République, je ne le ferai pas parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas demander à un président sous prétexte que la personne est incompétente, la personne est... Bon, vraiment, je pense qu'on est allé au-delà de ce qu'on attend comme exemplarité, parce qu'en réalité, vous voyez, c'était même à la limite un peu violent. Vous savez, aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans les écoles, mais ne pensez pas que c'est différent de ce qui a été dit. Donc pour moi, déjà, c'est vraiment un carton rouge. Un carton rouge, parce que ce n'est pas comme ça se passe. Je ne pense pas que tous ceux qui travaillent dans le secteur privé ont forcément la compétence. Je ne suis pas très sûr. Donc je crois qu'il y a eu un dérapage. Ce dérapage-là, Dieu merci, le directeur des impôts a d'une certaine manière réagi sans vouloir entrer dans la polémique. Il faut comprendre que le président du JICAM défend ce qu'il doit défendre, c'est-à-dire que les entreprises. Le directeur des impôts, lui aussi, a le devoir de mettre en exécution le budget de l'État. Donc les objectifs peuvent être divergents, mais chacun défend sa chapelle. Bon, c'est des principes qui sont acceptés par tous. La transaction sur le chiffre d'affaires, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Tout le monde sait qu'on doit payer ça. Vous savez très bien qu'en économie, dans les affaires, le premier indicateur de croissance, c'est le chiffre d'affaires. Alors, si vous ne voulez pas payer plus d'impôts, faites moins de chiffre d'affaires. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est ce que disait tout à l'heure le professeur en disant que non, est-ce que tout le monde paye? Ceux qui sont là et qui font des milliards et qui payent, parce que c'est ces gens-là qui doivent être répertoriés pour qu'ils payent. Mais le JICAM estime que ses membres payent régulièrement leurs impôts. Cependant, ils ont fait des propositions au gouvernement qui devaient être prises en compte dans le projet de loi des finances pour permettre à ce que les impôts soient payés en fonction des performances des entreprises
notamment sur les bénéfices qui sont réalisés. Mais là, il y a des acomptes, impôts sur sociétés qui doivent être payés tous les mois, résultats avant impôts qui sont taxés. Il y a également l'IS calculé sur le bénéfice du résultat. Comment expliquer cette série de taxes sur les entreprises qui estiment que là, il y a une énorme pression fiscale qui ne leur permettent plus de pouvoir dégager des marges substantielles pour à la fois financer leur développement et continuer à se développer au Cameroun? Non, moi je ne le pense pas. Vous savez que la moyenne en termes de pression fiscale, comparativement aux autres pays, le Cameroun, je pense qu'il est entre 50 et 55, ce qui n'est pas très élevé par rapport aux autres pays. Bon, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le GICAM défend sa chapelle. Tout le processus tel qu'il est connu, tel qu'il est accepté, a toujours fonctionné comme ça. C'est à travers le dialogue, justement, qu'on peut, du jour au lendemain, améliorer des textes. Mais pour le moment, les textes qui prévalent, c'est ces textes-là où tout le monde doit payer une partie par rapport au chiffre d'affaires et puis l'autre partie par rapport au résultat. Je vous dis encore que dans tous les pays au monde, c'est le même débat, c'est la même controverse. Vous savez, c'est trop facile pour quelqu'un qui a le capital de penser que parce qu'il a le capital, il ne doit pas payer. Je vous rappelle quand même, M. Cédric, que lorsque vous êtes un particulier, vous travaillez, vous êtes salarié, on vous prend en termes de prélèvement obligatoire, sans demander votre avis, près de entre 10 et 15% de votre salaire. Un exemple concret, vous avez 1,4 % par mois, vous payez 200 000 francs de prélèvement obligatoire. Mais tout le monde ne mérite pas payer. Mais malheureusement, c'est ce que la loi prévoit, qu'il faut payer cela. Vous comprenez? Et je vous dis que si jamais on demandait aux Camerounais d'aller sur l'impôt sur le revenu, aller déclarer eux-mêmes, beaucoup ne déclareraient pas. Donc la réaction est une réaction normale, mais ce qui est mauvais dans l'histoire, c'est que l'on fasse comme si il y avait un drame. Il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. Ce qui a été mal fait dans cette histoire, c'était la communication qui n'a pas été bonne. Parce que quand ça ne va pas dans ce type de problème, c'est le dialogue qui doit primer. Et là, maintenant, il y a eu cette correspondance. Le directeur des impôts a aussi répondu, mais je pense qu'ils sont amenés, qu'ils le veuillent ou pas, à travailler ensemble. Après vous, j'aimerais avoir la réaction de Maître Lavoisier Sapi du SDF qui nous a rejoint sur ce plateau. Maître Lavoisier Sapi, bonjour. Sur ce conflit entre le secteur privé et l'administration fiscale, notamment le GICAM qui se plaint de ce qu'il y a une attitude condescendante de la part de la Direction générale des impôts vis-à-vis du secteur privé. Leurs propositions de réforme fiscalo-douanière n'ont pas été prises en compte malgré les assurances données par le ministre des Finances. Réalité, sur le terrain, ce sont les contrôles et redressements fiscaux intempestifs et démesurés pour répondre les propos du président du GICAM. Quel est votre regard sur le climat des affaires concernant ce point précis? Bien, je pense que les récriminations du GICAM me paraissent fondées. Ces récriminations me paraissent fondées parce que ce n'est pas faux de dire que les services des impôts briment énormément le contribuable. Parce que si moi je prends l'exemple des avocats, lorsque vous allez faire votre déclaration, vous faites votre déclaration annuelle, généralement les services des impôts rejettent d'office. Si vous dites, moi j'ai fait 2 millions en un an, ils vous disent, mais vous, avocat, vous ne pouvez pas faire que 2 millions. On vous taxe 15-20 millions. C'est fréquent. Et ça arrive. Et vous avez également, pour le cas, nous avons reçu beaucoup de plaintes des commerçants de la ville de Bafoussam, des gens qui sont installés au marché de la ville de Bafoussam, qui vous disent que lorsque eux aussi, ils font leur déclaration annuelle, le gars qui reçoit la déclaration annuelle dit que j'ai vu 5 bouteilles d'huile dans votre boutique, mais les informations que j'ai eues, qui me reviennent, disent qu'au quartier, vous avez un magasin où il y a 50 cartons. Et là, il vous fait une taxation d'office. Parfois, des informations qui sont fausses, parfois des taxations qui n'ont rien à voir avec la réalité sur le chiffre d'affaires. Et vous savez que, si je prends que l'exemple de la ville de Bafoussam que je connais bien, il y a eu des multiples grèves des commerçants sur les pratiques des responsables des impôts, les surtaxations, des taxations fantaisistes. Et puis, il ne faut pas oublier l'aspect corruption.
Parce que même lorsque vous envoyez des responsables des impôts aller contrôler, ils vous contrôlent, ils savent que généralement, le contribuable ne maîtrise pas la loi fiscale. Déjà que le contribuable ne fait aucun effort pour savoir exactement ce qu'il doit payer. Il tire avantage de ça. Si vous devez payer peut-être 500 francs à l'État, il vous taxe 5 000. Et vous entrez en négociation avec lui. Il va vous faire payer les 500 francs, mais il va empocher 3 000 francs. Vous voyez? Donc, moi, je pense que si on remonte ça au niveau supérieur, au niveau des grandes entreprises qui justifient le courroux du JICAM, je pense que c'est aussi valable. Donc, il ne faut pas absolument dédouaner le service des impôts. Il faut seulement voir que le service des impôts et le secteur économique, c'est deux corps qui doivent travailler ensemble. Lorsque le professeur parle d'élévation fiscale, moi j'ai eu des clients que j'ai défendus et j'ai constaté que le service des impôts allait à la douane prendre le listing de leurs importations. Parce que si vous déclarez que vous avez importé pour 500 000 ou vous avez importé pour 1 million, le service des impôts peut aller au service de la douane vérifier si vous avez importé pour ça ou plus que ça. Donc ça fait que les services des impôts, ils ont la possibilité de vérifier même à travers les mouvements bancaires. Ils ont la possibilité de vérifier si votre impôt que vous déclarez est exact ou pas. Mais généralement, du fait de la corruption, du fait que des gens veulent se mettre plein d'argent, plus d'argent dans leur poche que l'État du Cameroun, il y a ces surtaxations qui sont généralement faites et qui permettent à ce que le contribuable paye une partie aux fonctionnaires de l'impôt, une autre partie à l'État du Cameroun, et puis ça crée des frustrations. Après vous, Maître Lavodé Sapi, avec l'honorable Marlise Doualabel, sur ces tensions entre le secteur privé et l'administration fiscale, le JICAM monte au créneau pour déplorer ces contrôles et redressements fiscaux démesurés et l'attitude condescendante de la direction générale des impôts qui ne participe pas aux réunions, aux discussions avec le secteur privé et qui ne prend pas en compte les difficultés que les entreprises camerounaises rencontrent au quotidien. Alors, je ne suis pas spécialiste en économie ou en fiscalité, mais je suis une citoyenne et de surcroît, je suis une élue qui a eu à plancher sur le budget du Cameroun. Je sais combien les impôts sont capitaux pour l'organisation de notre vie, de la vie de chacun de nous. C'est grâce à cet impôt que nous pouvons nous soigner, que nous pouvons éduquer nos enfants, que nous pouvons avoir des infrastructures correctes, etc., etc. Donc, tout le budget repose sur notre capacité, c'est-à-dire l'exécution du budget, une fois qu'on l'a fait, repose sur notre capacité à aller chercher, à aller trouver cet argent qui va nous permettre de dérouler les différents programmes proposés par l'exécutif de notre pays. Donc, c'est un problème capital. La deuxième chose que je vais dire, c'est qu'il n'y a pas d'enfant de cœur dans cet environnement. Personne n'est un enfant de cœur. Parce que le JICAM, que j'apprécie beaucoup, parce que j'ai vu la mutation du JICAM, qui est parti du club d'amis avant les indépendances, les patrons blancs des multinationales qui se retrouvaient, ils ne se retrouvaient pas pour savoir comment développer le Cameroun. Ils se retrouvaient pour savoir comment faire leur business, gagner le maximum et payer le moins d'impôts possible. Avec l'évolution de la citoyenneté, même dans le business, beaucoup ont fait des efforts pour corriger cette attitude qui n'était pas encourageante. J'ai également vu au JICAM passer de ce club des patrons des entreprises multinationales, maintenant élargi à des entrepreneurs camerounais qui sont suffisamment nombreux actuellement au JICAM et qui, eux, ont certainement encore plus que les patrons des multinationales le souci du développement de notre pays. Donc, pour dire que je n'ai donc pas grand-chose contre le JICAM. Le JICAM est un grand partenaire parce que les corporatistes
que sont le MECAM, le JICAM et ECAM sont là pour organiser une dynamique qui va permettre que le Cameroun soit prospère sur le plan économique. Mais je pense qu'ils n'en font pas suffisamment. Parce que pour élargir l'assiette, il faut qu'il y ait le business. Mais si on ne peut pas faire le business, parce que généralement, les produits importés coûtent moins cher que les produits produits localement, donc tout le monde se lance à l'import-export, personne ne fait l'effort de créer un business véritablement viable et qui va permettre aux Camerounais de trouver des emplois et ainsi enrichir l'assiette, ainsi permettre aux populations de contribuer à leur niveau au budget du pays, etc. Je trouve que très sincèrement, le secteur privé doit faire des efforts. J'avais entendu en son temps notre regretté directeur du président du JICAM, le président Fotso, qui avait énoncé un concept qui me paraissait très séduisant, un entrepreneur, une plantation. Bon, je ne sais pas ce que c'est devenu, mais je pense que ça fait partie des initiatives que les patrons d'entreprise, s'ils veulent vraiment contribuer au développement du Cameroun, ils doivent s'orienter et aider à ce que l'élargissement de cette assiette soit possible. Parce que sinon, comme l'assiette est étriquée, eh ben, il faut bien trouver l'argent. Et on va aller trouver de l'argent là où les bénéfices sont faits. Mais le sentiment des créateurs de richesse, c'est que ce sont les mêmes qui payent plus. Quand on entend parler d'élargissement de l'assiette fiscale, on s'attend qu'on va aller chercher vers de nouvelles niches fiscales. C'est ce que je dis. Mais dans le même secteur d'activité et les mêmes entreprises voient qu'il y a de nouveaux impôts, des droits d'assises qui chaque année sont introduits ici et là et qui le permettent et qui réduisent le marge de bénéfices et ne leur permettent plus de se développer comme vous le souhaitez. Dans l'élargissement de l'assiette, chacun a son job. Je pense que le secteur public a son job en mettant l'accent sur le doing business de manière à ce que la création des entreprises et la viabilité des entreprises soit possible. Mais je pense que les patrons d'entreprises peuvent aussi contribuer à créer des entreprises, j'allais dire, à innover, à aller vers des concepts aussi porteurs que... D'abord, j'aimerais beaucoup savoir, ils en sont où avec un patron, une plantation? Vous avez suivi. Vous pensez que l'environnement des affaires aujourd'hui favorise l'accès à la terre, permet d'avoir des plantations? Mais les grands patrons, ils savent faire plus que ça. Je veux dire, il faut qu'ils participent. Et comme disaient mes copanélistes, voilà des gens qui ne peuvent pas faire autrement que s'entendre. Parce que s'ils ne s'entendent pas, eh bien, c'est patatrac. Il faut qu'ils s'entendent. Et je pense qu'ils ont une institution, la rencontre secteur privé. Cameroun Doing Business. Doing Business, où ils se retrouvent et il faut qu'ils se regardent droit dans les yeux et qu'ils posent les vraies questions et qu'ils voient comment on peut s'en sortir. Mais je n'ai pas apprécié le chemin emprunté par le président Tawamba parce que j'ai trouvé que c'était un peu excessif et que de toute façon ce directeur des impôts n'a pas que des défauts, au contraire il est apprécié par des tas de personnes. Monsieur Tawamba joue son rôle, il a été énervé ou alors il a été fâché, mais je pense que c'est son partenaire, c'est un de ses premiers partenaires. Il faut qu'ils se réassoient ensemble et qu'ils voient ce que prévoient les procédures, les processus, les protocoles pour sortir de cette mauvaise querelle. La nouvelle expression, avec vous Edmond Kamga, a traité de cette question. Le JICAM qui estime que l'impôt est devenu un outil de répression et que les créateurs de richesses ne sont pas respectés au Cameroun. L'administration des impôts manque d'humanisme, selon les informations qui nous parviennent du groupement interpartenaire du Cameroun. Comment la nouvelle expression a-t-elle traité et analysé cette réaction, ces critiques et accusations du président du JICAM à l'encontre de la Direction générale des impôts? C'est-à-dire, nous avons relayé les propos du président du JICAM, du groupement interpatronal du Cameroun. Nous l'avons analysé et commenté. Et nous avons regretter le fait que cela survient dans un contexte déjà marqué par beaucoup de difficultés que nous connaissons du fait
de la crise anglophone et des conséquences économiques et financières dues justement à ce conflit qui perdure dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Mais il faut dire une chose. Les propos, certes, ont été plus ou moins violents, les propos du président du JICAM, mais je voudrais croire qu'il ne s'agit pas d'une question personnelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une question personnelle entre le président du JICAM et le directeur général des impôts. Parce qu'il faut le préciser, le président du JICAM est en quelque sorte le porte-parole des membres du JICAM, qui sont des entreprises. Il y a un certain nombre de concertations au sein du JICAM. Les entreprises, et à travers leurs représentants, posent leurs problèmes, et c'est ensemble qu'ils décident de réagir face à une situation préoccupante. Et la situation préoccupante est suffisamment étalée, détaillée dans le courrier du président du JICAM. Nous avons également vu la sortie par un autre journal du directeur général des impôts dans un autre sens, visant notamment à encourager ceux qui payent leurs impôts, ceux qui ne se plaignent pas de subir la pression fiscale. On a le sentiment dans cette affaire que dans le contexte actuel, le JICAM a décidé de prendre le taureau par les cornes face à ce qu'ils ont considéré comme une sorte de surdité, c'est-à-dire le manque d'écoute depuis quelque temps du directeur général des impôts. Ça, il faut le dire, parce que les rapports entre le JICAM et la direction générale des impôts n'ont pas toujours été placés sous les termes de tension. C'était plutôt, il faut le dire, des relations plus ou moins cordiales depuis quelques années. Et il faut préciser à l'actif du directeur général des impôts que lorsqu'il arrive en fonction, il pose un certain nombre d'actes qui font l'unanimité autour de lui et même au niveau du secteur privé. Parce que ce sont des actes qui allaient dans le sens de la lutte contre la corruption, de rapprocher davantage les entreprises du secteur public. Le dialogue était cordial et beaucoup plus franc. Et on s'en souvient d'ailleurs, avant lui, où dans les cadres de concertation comme le Cameroun Doing Business, où il y a eu des discours, des propos, je ne dirais pas violents, mais assez concrets et pragmatiques du JICAM vis-à-vis du secteur public, et tout le temps, ils ont eu des réponses dans le sens que le gouvernement va tenir compte de vos doléances, mais très vite, on se rend compte que la pression fiscale n'a cessé de s'accélérer dans la réalité. Et je pense qu'il faut prendre le discours ou la lettre du directeur JICAM pour ce qu'il est. C'est-à-dire un réquisitoire, certes, mais en réalité, une série de doléances qui, malheureusement, a été assortie d'une sanction, c'est-à-dire l'incompétence du directeur général des impôts, assortie de la supplication auprès du chef de l'État de le démettre de ses fonctions. C'est vrai, ils sont peut-être allés un peu loin, mais je pense, lorsque le JICAM que je connais bien, les membres que je connais bien pour la plupart, s'ils sont allés aussi loin, c'est parce qu'ils ont sûrement eu le sentiment que, depuis quelque temps, ils n'étaient plus écoutés. Rappelez-vous, depuis au moins 3 ans, si ce n'est 4 ans, notamment depuis le déclenchement de la crise anglophone, entre 2016 et 2019, et nous voilà en 2020, le JICAM a régulièrement sorti et publié des rapports sur la situation socio-économique du pays, et notamment des entreprises, ce que vivent les entreprises sur le terrain, et notamment les pertes énormes liées à la crise anglophone. Et on sait très bien que le Premier ministre, plus tard, avait déclaré zone sinistrée, le nord-ouest et le sud-ouest. C'est parce qu'un certain nombre de doléances et de propositions formulées par le JICAM n'ont pas été prises en compte qu'il me semble ils ont été amenés. Parce que très souvent, le président du JICAM, que nous connaissons assez courtois, assez réservé et même pondéré, s'il a pu signer un tel texte, c'est parce qu'il a le sentiment que le JICAM n'était plus écouté du tout. Docteur Ariel Nitedem, sur le problème de fond concernant les relations entre le secteur privé et le gouvernement, le JICAM estime que les créateurs de richesses ne sont pas respectés au Cameroun, que l'impôt est devenu un outil de répression à l'encontre des entreprises,
dans ce contexte de guerre dans les régions du nord, et sud-ouest, là où plusieurs entreprises agro-industrielles, agroalimentaires ont perdu environ 30 à 40% de leur chiffre d'affaires et qu'elles se retrouvent en train de payer de nouvelles taxes, une nouvelle imposition fiscale qui est ajoutée. Est-ce que c'est compréhensible, cette situation? Ce n'est pas compréhensible que l'impôt devienne, n'est-ce pas, un outil de répression. Parce qu'en fait, ce serait un outil de répression contre les créateurs de richesses. Les entreprises privées, ce sont celles-là qui créent la richesse. Et là, on a le patron des patrons qui, n'est-ce pas, fait une sortie assez musclée, comme nous l'avons tous constaté. On ne peut pas balayer ça du revers de la main. Il est très important qu'il soit écouté. Il est important pour l'avenir de ce pays, il est important pour l'économie de ce pays, sur lequel repose l'avenir du pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait comme politique n'a de sens que s'il y a des répercussions positives au plan économique. La politique étant la superstructure, et l'économie c'est la structure qui est en bas. Alors, si on balaie du revers de la main ce que vient de dire, le fond de l'expression de cette note du patron des patrons, on serait en train de mettre ce pays dans la voie de la destruction. Parce que regardez-vous, le taux de chômage qu'il y a dans ce pays, il est endémique. Beaucoup de jeunes sont en chômage. Et c'est même cela qui alimente la guerre au Nosso. C'est même cela qui alimente la guerre contre Boko Haram. Parce que les jeunes sont désœuvrés, ils n'ont rien à faire. Et finalement, aller en guerre devient comme une activité pour vivre ou pour survivre. Alors, quand les créateurs de richesses tirent la sonnette d'alarme, je crois qu'il vaut mieux les écouter. C'est très important. Ce ne sont pas des hommes politiques. Au moins, les affaires, c'est là où on parle de rationalité. Et nous tous, nous sommes rationnels. Donc, quand ils tirent la sonnette d'alarme, il serait malvenu de ne pas les écouter ou d'en faire des considérations politiques ou de chercher à politiser pour finalement ne rien faire. C'est très important. J'aurais souhaité entendre du directeur général des impôts qu'il a pris note, n'est-ce pas, de la réaction ou bien du mécontentement des employeurs, des créateurs de richesses, et qu'il propose des mesures qu'il va mettre en place pour corriger la situation. Mais les réactions qu'on a eues, notamment dans les colonnes de l'Œil du Sahel, la Direction générale des impôts estime qu'il y a déjà un cadre de dialogue entre l'administration fiscale et les grandes entreprises pour pouvoir discuter des propositions éventuelles en vue des réformes fiscalo-douanières. Cependant, il y a eu une initiative lancée par le JICAM qui aurait aimé que la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes puissent participer à une telle initiative. Ils ont opposé une fin de non-recevoir, estimant qu'ils ne peuvent pas participer à une initiative privée de réforme fiscalo-douanière. C'est du moins ce qui est évoqué dans les colonnes de l'Œil du Sahel. Comment appréciez-vous l'attitude? En tant qu'expert, je pense qu'il y a une erreur de la part de la Direction des impôts. Parce que c'est les créateurs de richesses, c'est ceux qui sont sur le terrain, qui apprécient mieux la réalité du terrain. Les autres sont dans les bureaux ou sont dans les considérations doctrinales, comme les universitaires. C'est en fin de compte les entreprises qui sont sur le terrain, qui apprécient mieux la situation. Ils sont en train de dire qu'à l'allure où on va, avec le régime fiscal qui est mis en place, les sociétés vont être asphyxiées. Et tout le monde sait, trop d'impôts tue l'impôt. Donc ça va me réduire, n'est-ce pas, le produit attendu de cet impôt. Donc ils sont en train de parler, il vaut mieux les écouter, ceux qui sont sur le terrain. Et vous êtes d'accord avec moi que les réformes fiscales douanières sont prises en compte dans la loi des finances. Oh, il y a une qui vient d'être votée, qui n'a pas pris en compte les réformes proposées par le JICAM, j'imagine. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette sortie. Il faudra attendre 2021 pour prendre en compte les revendications qui vont être mises en place aujourd'hui, bien au cours de cette année. Mais quand le gouvernement insiste sur le fait qu'il existe le Cameroun Doing Business, plateforme de dialogue entre le gouvernement et le secteur privé, qu'il existe des cadres de concertation, ministère des Finances, secteur privé, est-ce que ces cadres de concertation, de dialogue permettent au secteur privé de pouvoir poser des problèmes qui sont réellement pris en compte? Effectivement. Quand vous observez le climat des affaires au Cameroun, l'évolution des réformes, est-ce que ces propositions du secteur privé sont prises en compte dans effectivement, la réalité? le cadre de dialogue existe. Le CBF, Cameroun Business Forum, il existe. Il y a de la volonté politique puisque c'est le PM, le Premier ministre qui le préside chaque année.
et il se déplace vers les créateurs de richesse. Donc il va vers le siège, il se déplace de la capitale politique à la capitale économique pour présider. Mais on a l'impression que c'est un dialogue dessous, c'est devenu un dialogue dessous depuis un certain temps. Parce que d'année en année, les propositions sont faites, mais ne sont pas prises en compte. Et comme je dis, si on n'élargit pas l'assiette fiscale, si on ne va pas vers les nouvelles niches fiscales, par souci d'être performant, d'atteindre les objectifs fixés par la loi de finances, on sera bien obligé de mettre la pression sur les mêmes sociétés qui payent. Et à la fin, ils sont en train de dire, si vous continuez à le faire, nous ne pourrons plus payer, on n'aura plus autant de ressources qu'on peut avoir, et ça va détruire le tissu industriel, ça va détruire la création des emplois au Cameroun. Donc il vaut mieux les écouter, et il vaut mieux concevoir, mettre en place des mécanismes qui permettent d'élargir l'assiette fiscale. Maître Sapi il pense comme tous les Camerounais que les administrations d'assiettes, c'est-à-dire administration de douane et des impôts, sont interconnectés, que non. Ils ne travaillent pas forcément en synergie. Ils travaillent en vase clos. Il y a 3 directions générales au Cameroun qui devaient résoudre ce problème. La direction des impôts, la direction de douane, la direction de la comptabilité publique, qui devait permettre de savoir, d'avoir des bases de données qui communiquent de façon à savoir qui fait quoi, ne pas se fier tout simplement aux déclarations. Vous savez bien que dans les affaires, il y a les comportements opportunistes parce qu'il s'agit de maximiser le bénéfice. Alors, on ne peut pas forcément croire à toutes les déclarations qui sont faites. Il faut avoir des bases pour recouper ces déclarations. Et pour le faire, il faut que les 3 administrations communiquent. Il faut mettre en place cette plateforme. C'est ça qui manque pour qu'en réalité, pour qu'il y ait cette égalité devant l'impôt, que tous les contribuables payent. Ici, sur le plateau, nous sommes certainement des contribuables. Je ne suis pas sûr que nous avons tous un numéro du contribuable, un identifiant unique. C'est le cas, il faut mettre en place cet identifiant unique pour tous les contribuables, de façon à savoir, quand vous payez un lot, s'il y a des impôts à payer, sur vos activités, quelle que soit l'activité, l'administration fiscale ou bien les administrations d'assiette doivent connaître. Vous voyez bien la différence entre la gestion des finances publiques dans les pays développés que chez nous. Vous allez en Europe ou aux États-Unis, vous créez une richesse, vous faites de l'argent, c'est connu. On sait que vous avez créé de l'argent, vous avez fait de la richesse, vous gagnez de l'argent. Ici, beaucoup de gens gagnent de la richesse, font de l'argent sans que l'État ne soit au courant. Et c'est ça qui crée tout ce chaos qui existe autour de la gestion des finances publiques. Parce que justement, le manque d'information crée des opportunités de corruption. Voyez-vous, nous avons adopté en 2018 un code de transparence et de bonne gouvernance de gestion des finances publiques. C'était une transcription d'une directive CEMAC. Est-ce que le contribuable est au courant? Est-ce que cette transparence est mise en œuvre? Est-ce que le contribuable sait ce qu'il doit payer? Là, il posait un problème très important. Le fait que le contribuable ne sait pas ce qu'il doit payer, il devient une proie pour l'agent de l'administration fiscale. Ça peut être la même chose pour l'administration douanière. Et du coup, ça crée le lit de la corruption. Et du coup, en fin de compte, le créateur de richesse, le contribuable se sent surtaxé. Et du coup, il réagit. Ça affecte son entreprise, ça affecte, n'est-ce pas, ses activités. C'est ce qu'il constate en fin de compte. Oui. Et en fait, c'est ce que le GICAM est en train de nous dire. Il faut qu'on fasse très attention. Il est temps qu'on prenne des mesures appropriées pour que des solutions idoines soient apportées aux problèmes que pose le directeur, le président du GICAM. Après vous, Martin Ombazing, le ministre des Finances, a réagi. Lui, Paul Motazé, estime que c'est l'objectif de maximisation des recettes fiscales non pétrolières qui pourrait entraîner ces conflits entre l'administration et le secteur privé. Il rappelle que c'est un objectif qui a été pris depuis le fait que les chefs d'État ont reconnu cette crise économique en 2016 lors du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC et que le FMI a placé le Cameroun sur un programme de redressement économique. Et dans ce programme, il a été appelé à élargir l'assiette fiscale. On parle de maximisation dans la collecte des recettes fiscales non pétrolières. Pour vous, ce diagnostic est-il conforme avec la réalité que vivent les entreprises sur le terrain? Non, moi je pense que c'est tout à fait normal que dans une perspective de maximisation de recettes fiscales, que l'on ne s'attelle pas uniquement du côté d'où il y a des matières premières. Il est important de savoir aujourd'hui que
ce n'est pas parce qu'on doit maximiser qu'on doit aussi piller les entreprises. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention entre la course à la performance tout azimut et la capacité de mettre en place un environnement sain de travail. Vous voyez très bien ce qui s'est passé parce que le GICAM en avait assez. Et la réaction a été automatique. Donc ce n'est pas parce qu'on va vous demander de maximiser les recettes fiscales que vous allez spolier les contribuables ou les chefs d'entreprise. Vous savez parfois que, pour prendre un exemple concernant les factures d'eau, par exemple, il y a des moments où vous vous demandez si ce que vous consommez en termes d'eau est en adéquation avec votre facture. Et on a parfois l'impression que par rapport à cette histoire d'atteindre des objectifs, de maximisation des objectifs, des performances, les releveurs mettent des index qui ne sont pas en rapport avec la consommation. Donc, il faut faire très attention. En même temps, on veut mettre de l'argent, on veut faire rentrer de l'argent dans les caisses d'État. En même temps, il faut quand même savoir que c'est parce que ces créateurs d'entreprises ont pris le risque de créer que l'État peut prendre peut récolter des impôts. Donc, moi, je pense que dans aucun pays au monde, les entreprises sont contentes de payer les impôts. Dans aucun pays au monde, ceux qui ont plus... Vous avez vu l'affaire de Depardieu en France. Depardieu est allé en Russie parce qu'il a pensé qu'il payait trop d'impôts. Gérard Depardieu, le cinéaste, il est allé en Russie. Bon, on a pensé à un moment donné que tout le monde allait fuir la France parce que non. Vraiment, la seule chose qui est importante en matière fiscale, c'est que la justice sociale. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, même ceux qui cotisent là pensent que les conditions ne sont pas réunies. Vous savez, un entrepreneur, s'il sort de son bureau à 19h et qu'il est en insécurité, qu'il n'a pas de lumière sur son passage, les roues sont... C'est tout ça qui conditionne. Un chef d'entreprise peut être fâché à 19h parce que quand il rentre chez lui, il met encore 2 heures de temps pour arriver et puis il doit se réveiller le matin à 5h. Donc, c'est un environnement global qu'il faut analyser. Donc, ce cours-là n'est pas forcément essentiellement pécuniaire, mais c'est tout un environnement qu'il faut nettoyer. En clair, vous voulez dire que les opérateurs économiques s'interrogent sur l'efficacité de l'action publique en rapport avec les impôts qu'ils payent. Mais c'est la pure réalité. C'est ça le vrai débat. Le débat, c'est que on nous prend les impôts. Je vous dis qu'un entrepreneur, quand il sort de son bureau, il peut travailler jusqu'à 22h. Il ne se sent pas en sécurité. Vous comprenez? Parce que souvent il y a des embouteillages, vous restez au bureau, vous voulez travailler un peu plus longtemps, mais le fait de sortir à cette heure-là n'est pas... Vous sortez maintenant, vous trouvez qu'il n'y a pas de lumière, alors que ces gens pensent que lorsqu'ils paient les impôts, c'est pour qu'il y ait de la lumière sur les tronçons où ils sont censés passer pour aller à leur domicile. Donc il faut que, à un moment donné, que chacun joue sa partition. Il faut aussi reconnaître que les méthodes utilisées par le fisc sont dénoncés par tout le monde. Il y a ce problème de corruption. On ne peut pas faire comme si le GICAM pleurait. Non, c'est pas normal. La pression là même très forte parce qu'il y a la corruption. Parce qu'il y a la corruption. Parce qu'il y a la corruption, c'est ça qui dérange. Je vous dis, c'est ça qui dérange. Vous savez, quelqu'un qui est inspecteur des impôts, son salaire n'est pas plus de 300 000. Mais allez-y voir le train de vie. Mais pourquoi? Mais le GICAM a raison de ce côté-là. Parce qu'en fait, le GICAM dit, cette pression-là, cet argent qu'on prend, ça va où? Mais ça va où? Si c'est que cet argent est vraiment pris pour que... On vous fait un raisonnement, comme disait Maître tout à l'heure. On dit, on a vu 5 cartons et qu'il y a 50 cartons qui sont cachés. On vous fait payer l'impôt sur les 50 cartons, plus de 5. On vous fait un redressement. C'est ces méthodes-là, justement, que le GICAM dénonce. Et tout le monde devrait être d'accord pour dire que le GICAM a raison de ce côté-là. Mais la Direction générale des impôts estime qu'il y a un manque de civisme fiscal de la part de certains opérateurs économiques. Tout ça est vrai. Il n'y a pas de perfection. Le monde est imparfait, la concurrence est imparfaite, les marchés sont en déséquilibre en permanence. Donc, ne pensez jamais qu'il y aurait un monde où les gens seraient... Non, il n'y a pas de perfection, mais il y a un minimum. Chacun doit prendre ses responsabilités. Ceux qui commandent pour des milliards et qui ne paient pas des impôts doivent payer les impôts. Donc, comme disait le prof tout à l'heure, il faut un répertoire, un état des lieux, voir tout ce qui... Vous allez à la douane, vous prenez le listing de tous ceux qui ont importé. Vous avez votre mailing list, c'est tout. Et ces gens-là devraient automatiquement être redressés. Quand on redresse en ce moment-là, c'est juste. L'impôt est mauvais quand il est injuste. Quand on sent que... Et c'est ça le GICAM. Le GICAM pense que ce n'est pas juste. Et qu'il y a une minorité qui paye pendant que des gens qu'on connaît, qui ont pignon sur eux, gagnent des milliards sans pouvoir payer les impôts. C'est ça le cours Et là, je vous dis, je suis
parfaitement, entièrement d'accord avec. C'est justement par rapport à la méthode de communication que moi je suis pas d'accord. Mais pour le reste, vraiment, si jamais on arrive à répertorier tous ceux qui gagnent de l'argent parce qu'ils se font des affaires, ça permettrait d'avoir une certaine souplesse, ça permettrait d'avoir moins de pression fiscale. Vous comprenez, non? Au lieu d'avoir du 38 et demi en IS, on peut être ramené comme en Côte d'Ivoire à 25 et poussière. Vous savez, donc, en fait, le fait de créer veut dire que si l'impôt est juste, je pense qu'il y aurait moins de pression fiscale. Après vous, j'aimerais avoir la réaction de Maître Lavoisier Tsapi. La Banque mondiale a en fait savoir que la viabilité de l'impôt viendrait du fait qu'il faut installer la confiance et apporter la preuve de l'action publique en ce que les contribuables comprendraient que l'impôt qui est collecté est utilisé à bon escient pour le développement d'un pays. Pour vous, au Cameroun, lorsque vous appréciez les réactions du patronat et l'attitude de la Direction générale des impôts qui appelle les contribuables à faire preuve de civisme fiscal en 2020, quelle est votre analyse? Oui, je pense que la Banque mondiale a pointé le doigt là où il faut. Prenez un exemple tout simple. Le péage routier, c'est un impôt qui est taxé sur les propriétaires des véhicules ou sur les chauffeurs des véhicules. Regardez là où il y a le péage routier et regardez l'état des routes, là où il y a ce péage-là. On se pose donc la question, à quoi sert le péage routier? Est-ce qu'il sert à l'entretien des routes? On se rend très rapidement compte que non. L'argent du péage routier est utilisé à autre chose. Et justement, comme le dit M. Martin, le docteur Martin, je pense que quand le citoyen paye l'impôt, il s'attend à un retour d'ascenseur en termes de développement. Et dans notre pays, on ne peut pas empêcher aux citoyens de payer l'impôt. Payer l'impôt, c'est un devoir citoyen. Mais l'administration fiscale aussi doit être une administration fiscale citoyenne. C'est-à-dire une administration qui considère le contribuable comme la poule aux œufs d'or. Parce que si vous tuez la poule aux œufs d'or, vous n'aurez plus les œufs. Donc, l'administration fiscale doit pouvoir entretenir le contribuable et le rassurer de ce que, on ne le surtaxe pas, et ensuite qu'il voit les retombées de l'impôt qu'il paye. Et justement, dans notre pays, il y a ce problème en termes de développement. Prenons le réseau routier camerounais. Il est l'un des pires réseaux routiers que nous ayons en Afrique centrale. Allez en Afrique de l'Ouest, regardez comment les routes sont construites. Prenez le Nigeria voisin, regardez comment les routes sont construites. Le goudron n'est pas un luxe. Le goudron, c'est une nécessité de développement. Mais dans notre pays, on a fait du goudron un luxe, c'est le don du président de la République. Si on passe le goudron quelque part, il faut chanter les louanges du président pendant 1 an. Pourquoi? Alors qu'on paye l'impôt pour ça. Donc, il me semble qu'il n'y a pas d'adéquation entre les impôts que la population paye et le retour en termes de développement. Et la confiance qu'il y a entre le JICAM et l'administration camerounaise, cette confiance s'est effritée au point où elle est réduite à néant. Parce qu'il me semble que la solution au problème posé par le JICAM et même répercuté par la Banque mondiale, c'est le dialogue. Et un dialogue franc est nécessaire. Nous pensons que le gouvernement a l'art de la roubladise. C'est-à-dire qu'on organise les dialogues pour plaire, on organise des dialogues pour calmer des gens, mais on sait qu'au fond, on ne tiendra pas compte de ce qui est issu de ce dialogue-là. Alors justement... C'est pas normal. C'est-à-dire que si le JICAM se plaint, c'est justement parce que comment est-ce que le Premier ministre peut présider une séance où il y a tous les opérateurs économiques, l'administration camerounaise, le Premier ministre est flanqué de 4-5 ministres qui interviennent dans le domaine économique. Ils s'assiedent, discutent, le JICAM dit voici là où il y a des problèmes, voici là où nous avons des difficultés, voici ce que l'État peut faire pour débloquer ces difficultés-là. On consigne tout ça dans des documents et puis on passe aux oubliettes, plus personne n'en parle. C'est pas normal. Le JICAM devrait, les opérateurs économiques, quand ils se sentent foués comme ça, là, ça crée des frustrations. Alors, au regard de ce climat délétère des affaires, Honorable Malik Doualabel, que faut-il faire
pour construire cette confiance entre le secteur privé et l'administration fiscale, pour aller vers une fiscalité de développement, comme le souhaite le GICAM, tout en permettant à l'État de mobiliser des recettes fiscales non pétrolières pour assurer ses missions régaliennes? Pour moi, cette histoire couvre un sujet bien plus important, qui est la nature de notre État. Nous avons hérité d'un État colonial où on se rend bien compte que les capitaines d'industrie, les bâtisseurs de la fortune ont tendance à se comporter comme aussi l'étranger qui vient et qui ne vient que pour faire de l'argent, parce que personne ne vient chez toi pour venir te développer. Quand quelqu'un vient dans ton pays pour faire un business, c'est pour faire le plus grand profit possible. C'est la raison pour laquelle moi j'aimerais que cette rencontre annuelle présidée par le Premier ministre soit le lieu de tous les débats et qu'on repense un peu notre économie qui semble quand même très extravertie et qui ne permet pas à ce que cette assiette, que l'élargissement de cette assiette soit possible. Il faudrait qu'on envisage une autre façon de faire le business et que les patrons d'aujourd'hui s'impliquent dans cette... Parce qu'autrement, ils vont continuer à porter tout le Cameroun. S'il n'y a personne pour payer les impôts, parce que chaque Camerounais dit « Oh, je paye les impôts, mais il y a les ordures devant ma maison. » Tu payes les impôts, tu travailles. Tu es chômeur, tu ne payes pas un rond. Mais tu veux avoir la rue propre, tu veux avoir l'électricité. Tu ne peux pas. Et ce n'est pas de ton fait. C'est parce que tu n'as pas un emploi. Alors moi je dis, on gagnerait tous à ce que le plein emploi soit le véritable combat. Que le secteur privé, qui dans le monde entier est reconnu comme celui qui crée l'emploi, s'implique différemment dans la façon de réfléchir et d'implémenter le business dans notre pays. Je ne sais pas si j'arrive à le dire comme il faut, mais mon sentiment en tant que citoyen, c'est que effectivement, si les patrons des entreprises ont l'impression d'être stressés, encore qu'eux-mêmes savent aussi ce qu'ils font. Parce que ce n'est pas pour rien que les experts fiscalistes sont si bien payés dans les entreprises. Ils sont là pour les aider à payer le moins possible. Mais au moins qu'ils comprennent que tant que l'assiette ne sera pas élargie, il y a de fortes chances qu'ils supportent j'allais dire le plus gros, parce que bon, il faut bien que le budget soit exécuté et il ne peut être donc c'est le contexte sécuritaire qui fait à ce que le gouvernement cherche toujours plus d'argent, plus d'impôts vers les mêmes. De toute façon, les besoins sont là. Nous sommes un pays sous-développé, il nous faut tout. Il faut tout, donc il faut beaucoup d'argent. Et malheureusement pour nous, nous n'avons pas encore réussi à mettre en place un système qui permette le plein emploi. Ça n'existe pas encore. Et donc, très peu de gens payent l'impôt. Qui paye l'impôt? Dans ton quartier, tu connais beaucoup de gens qui payent l'impôt? Non. Mais ils ne payent pas l'impôt. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas. Et ils ne travaillent pas pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et il n'y a pas d'emploi pourquoi? Parce que chacun se met à fabriquer de l'argent en faisant le moins possible. Import-export, tu prends le bateau de riz, tu viens vendre. Tu as fait travailler combien de Camerounais pour ça? À la limite pour débarquer le bateau. Il y a les industries agro-industrielles qui veulent se développer, oui. Mais elles peinent à pouvoir le faire. C'est donc difficulté d'accès à la terre, difficulté d'accès au financement. Le débat constant et permanent qu'il doit y avoir. Je pense que le gouvernement du Cameroun a fait des efforts. Il y a eu une modernité dans la façon de gérer ces relations entre le secteur privé et le secteur public. Maintenant, cet espace qui est prévu doit être le lieu du vrai débat pour que progressivement on fasse bouger les lignes. Mais ça ne justifie tout de même pas la qualité de la correspondance qui a été servie par le président Tawamba. Ça a été bien compris. Alors Martin Ombazing, avant que vous nous quittiez sur ce plateau pour permettre à d'autres acteurs d'intervenir, concrètement, le Cameroun vient de passer 3 ans sous programme de redressement économique
avec le Fonds monétaire international. Et c'est durant cette période qu'il y a eu cette pression fiscale jugée asphyxiante pour les entreprises. Est-ce que vous y voyez une corrélation entre ce programme de redressement, les recommandations du FMI et les plaintes du secteur privé concernant l'élargissement de l'assiette fiscale officiellement et la pression exercée sur ces entreprises? Le lien direct, je ne le dirais pas comme ça. Il est clair que dans les mesures que préconise le FMI, la partie fiscale est importante. C'est-à-dire que lutter contre l'évasion, élargir l'assiette fiscale. Ce qui se passe en fait avec le FMI, c'est que le FMI pense que le Cameroun a entrepris plusieurs chantiers qui ont demandé beaucoup de capitaux. Vous savez que le FMI, comme la Banque mondiale, c'est d'abord des banques, ce n'est pas des institutions caritatives, ce n'est pas des institutions de charité. Donc quand ils viennent pour vous aider, pour vous soutenir, elle a besoin, comme c'est une banque, que l'argent qu'elle vous donne soit ramené. Alors, il se passe que dans ce type de prêts, qu'on appelle les prêts concessionnels, parce que les crédits sont accordés à des conditions préférentielles, à des taux préférentiels. Vous savez que dans le crédit, et c'est très important, il y a le taux d'intérêt, c'est-à-dire que le prix que vous payez, parce que vous me privez de mon argent, la FMI vous donne de l'argent pendant la durée, un temps, le taux d'intérêt, c'est justement ce que vous payez le temps où vous détenez encore l'argent du FMI. Alors, le débat aujourd'hui, le fond du débat, c'est que le FMI ne souhaiterait pas que le Cameroun sorte de ce cadre-là, parce que les taux qui sont servis au Cameroun sont nettement inférieurs au taux du marché. Pourquoi? Si nos prêts qui sont à 10 ou 15% ont des taux très élevés, la charge de remboursement sera aussi élevée. Et le FMI se rend compte que depuis 2017, il y a eu une augmentation de 5%. C'est-à-dire que notre endettement par rapport au PIB aujourd'hui est de 35%. Donc, en quelques 2 ans, plus de 3 ans, le mouvement s'est accéléré au niveau où le FMI pense que le Cameroun doit faire attention. Seulement, nous avons aussi d'un côté la norme, c'est moi qui dit qu'on peut aller à hauteur de 70%. Mais pour moi, ce chiffre-là, comme je l'ai toujours dit, fait planer une certaine faiblesse, une absence de rigueur dans la gestion du budget. Donc moi, je ne pense pas qu'on puisse encourager un État à s'endetter jusqu'à hauteur de 70% de sa richesse produite. Donc pour moi, les problèmes du GICAM sont des problèmes du GICAM parce qu'ils veulent que la vitalité de notre économie. Le problème du FMI, c'est de dire que moi, je travaille avec le Cameroun, je donne mon argent au Cameroun. Il ne faudrait pas que le Cameroun sorte des prêts concessionnels, c'est-à-dire que les taux d'intérêt sont nettement bas, pour aller prendre des crédits dans des structures où ce n'est pas concessionnel. C'est très important, puisqu'après, lorsqu'on emprunte aujourd'hui, c'est les générations futures qui vont rembourser. Donc plus vous alourdissez cette dette parce que le coût de l'argent est cher, plus vous allez endetter les générations futures. Donc le FMI est dans son rôle, c'est une banque, et le FMI ne souhaiterait pas que le jour où le Cameroun doit répondre de ses engagements, que le Cameroun lui dise que non, je suis allé tout seul pour aller chercher l'argent avec la Chine. Je suis allé tout seul pour aller chercher l'argent en Russie, pour la Sonara par exemple. C'est tout ça qui fait, pour parler simplement. Donc le FMI voudrait que le Cameroun sache que elle est dans un programme, le Cameroun est dans un programme, et que ce programme-là a un canevas qu'il faut respecter. Et une fois qu'ils sont là, parce que le FMI sait que si le Cameroun continue à emprunter à tout vent dans des prêts non constitutionnels, il y aura un moment donné où c'est la banque. Donc voilà pourquoi ils nous disent, ok, faites attention, 37%, c'est pas 70%, mais 37% c'est déjà beaucoup. Merci Martin Obazing d'avoir participé à ce débat sur les questions économiques. Merci d'avoir été avec nous ce dimanche. J'aimerais également avoir la réaction du Dr Ariel Nitedem sur cette question principale. Comment augmenter les recettes fiscales de manière viable dans un pays en voie de développement comme le Cameroun, là où le secteur privé se plaint d'être sous une énorme pression fiscale et au regard du contexte sécuritaire préoccupant avec 3 régions économiquement sinistrées. Je dois dire que ce débat s'inscrit dans le rôle régulateur de l'État, à savoir que depuis les années 2000, il y a un nouveau paradigme
de développement qui veut que l'État ne soit plus le seul acteur de développement, qu'il soit associé aux collectivités territoriales décentralisées et au secteur privé. Et là, on a affaire au secteur privé. L'État doit jouer le rôle de régulateur, doit se retirer dans la régulation et permettre aux autres acteurs de prospérer. Cela dit, vous avez pour la question, je voudrais réagir sur votre question précédente, à savoir, est-ce qu'il y a une coïncidence, est-ce qu'on peut établir une corrélation directe entre le programme économique et financier dans lequel le Cameroun s'est engagé avec le FMI et cette pression fiscale? Je dis pas véritablement. Pourquoi? Parce que ce programme est venu, en fait, ce n'est pas un programme d'ajustement structurel comme certains le disent. Il n'a pas été imposé au Cameroun comme certains le disent. C'est au titre de l'article 4 des statuts du FMI qui prévoit un conseil à ses membres. Le FMI peut apporter des conseils à ses membres en cas de nécessité. Le Cameroun étant membre du FMI peut bénéficier de ce conseil. Et c'est à ce titre que le Cameroun, n'est-ce pas, est dans ce programme économique et financier. Et il faut dire que ce programme était là pour nous permettre de stabiliser les indicateurs macroéconomiques budgétaires. Voyez-vous, on avait un déficit budgétaire qui devenait inquiétant. On est passé de 2015, on était à 6%, non à 2% du déficit budgétaire, 2% du PIB en 2015. En 2016, on est passé à 6%. Ça devient inquiétant, c'est pour ça qu'enfin, 2016, le FMI nous a conseillé de rentrer dans ce programme pour pouvoir justement lisser la situation. Et c'est dans ce cadre qu'ils ont proposé, qui est, n'est-ce pas, l'élargissement de l'assiette fiscale, qui est la lutte contre l'évasion fiscale. Aujourd'hui, le déficit budgétaire a été stabilisé. Maintenant, il faut relancer l'économie. Et c'est dans cette relance qu'on se trouve aujourd'hui que le problème de la fiscalité se pose. Alors, quand on a dit qu'il faut, n'est-ce pas, élargir l'assiette fiscale, c'est là où on attend la créativité de ces administrations d'assiette, de l'administration fiscale. Il faut être créatif. On leur dit, on veut un montant du fait des crises économiques qui fait qu'on a moins de recettes, on a des difficultés à collecter les recettes dans les zones en crise, dans les zones en guerre, on a besoin de ressources. Alors, j'ai l'impression que ces administrations ont choisi la voie, la facilité. On va vers les mêmes qu'on connaît. Alors qu'on leur dit, élargissez l'assiette fiscale. Il y a un problème d'égalité devant l'impôt et de justice devant l'impôt. Et là, il se pose le problème. Donc, les administrations fiscales, je veux dire fiscalo-douanières, sont appelées à sortir de leur zone de confort et à être créatifs pour finalement implémenter au Cameroun cette égalité devant l'impôt. Nous savons que le système d'imposition au Cameroun est progressif. C'est-à-dire que ceux qui gagnent le plus payent le plus. C'est tout à fait normal. On ne dit pas que tout le monde doit payer l'impôt au même niveau. Et ce système est bien, mais il faut qu'il sorte pour véritablement faire payer tous ceux qui doivent payer. Parce qu'en demandant, si nous devons financer une opération, nous tous qui sommes ici, au lieu de faire financer par 2 personnes, si on nous demande à nous de sortir 500 000, ce sera plus difficile à sortir si on nous demandait à nous 5 de sortir, ou nous 6 de sortir les 500 000. Voilà, en distribuant la charge, n'est-ce pas, à tous les citoyens, n'est-ce pas, ça va baisser la pression sur nous tous. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà la réponse à votre question. Il faut véritablement... N'oubliez pas que le secteur formel au Cameroun, c'est moins de 10% de la population. Le secteur informel au Cameroun est énorme. C'est près de 90%. Il faut aller vers ces gens qui font de l'activité. Mais dans l'informel, on ne dit pas qu'ils ne travaillent pas, comme le Noura venait de dire que tel ou tel ne paye pas l'impôt parce qu'il ne travaille pas. On parle des gens qui travaillent effectivement, mais qui ne payent pas alors qu'ils devraient payer, juste parce qu'ils sont dans le secteur informel. Il faut aller vers eux pour les rendre informés, pour pouvoir collecter l'impôt, parce qu'ils produisent des activités et ils pèsent sur les services sociaux de base, que ce soit l'éducation, la santé, les infrastructures. Toutes ces personnes-là utilisent ces infrastructures et doivent payer leur quote-part, même si elle est minimale, elles doivent payer pour que l'effort global permette d'apaiser la pression sur un certain nombre d'opérateurs économiques. Poursuivons le fil Ariane de cette émission pour évoquer la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Edmond Kambia. Cette semaine, il y a eu cette lettre ouverte adressée à l'opinion publique nationale et la communauté internationale, lettre signée du modérateur de la Presbyterian Church in Cameroon. Dans cette correspondance, il condamne la montée des violences meurtrières dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, les kidnappings, les meurtres, exécutions sommaires, pointant du doigt
soldats camerounais, groupes armés séparatistes et d'autres bandits de grand chemin. Comment expliquer cette recrudescence de la violence au moment où les Camerounais, du moins certains, sont engagés dans la compétition électorale? Il faut dire que c'était prévisible, la montée de la violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, au moment où les Camerounais s'apprêtent à s'engager dans une autre compétition électorale, notamment les législatives et les présidentielles, les législatives et les municipales, pardon. Vous savez, le contexte dans lequel on évolue depuis quelque temps. Il y a une formation politique qui a appelé au boycott des élections. Il y a le gouvernement qui a réagi à travers le ministre de l'administration territoriale pour dire que le gouvernement va sortir des muscles contre ceux qui boycottent les élections d'une part et contre ceux qui empêchent les gens d'aller voter, ceux qui empêchent les électeurs d'aller voter. Et nous savons également que le chef de l'État avait annoncé la possibilité d'envoyer sur le terrain des gendarmes pour renforcer la sécurité. Et ça a été fait. On sait que 700 gendarmes sont dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour renforcer la sécurité et préparer les électeurs qui y résident encore, pour ceux qui y résident encore, de pouvoir voter dans des conditions minimales de sécurité. Aujourd'hui, la sortie de ce responsable religieux montre à suffisance qu'il y a véritablement péril en la demeure. En fait, la plupart des faits qu'il signale ne sont que des rappels de situations que nous avons déjà connues dans le passé, notamment depuis 2016. Il rappelle que les exactions se poursuivent sur le terrain et que la responsabilité est partagée entre, d'une part, les séparatistes et d'autre part, les soldats. Et il en appelle, n'est-ce pas, aux responsables de ces exactions pour que cela cesse, pour que les populations puissent retrouver la sérénité et la paix qu'ils ne connaissent plus depuis 2016. Mais le contexte est tout aussi différent. Il y a eu un grand dialogue national. D'aucuns s'attendaient à ce que l'esprit de ce grand dialogue puisse habiter les populations et s'installer dans ces régions pour faire taire les armes. Et au contraire, c'est une montée de la violence qui est observée dans certaines localités. Oui, il faut le dire, il y a eu un grand dialogue national, mais il faut également rappeler que ce grand dialogue national a été diversement interprété au niveau de la mise en œuvre des recommandations formulées par les participants. C'est vrai qu'il y a eu récemment à l'Assemblée nationale un certain nombre de lois qui ont été adoptées, examinées, adoptées et promulguées par le chef de l'État qui visent à mettre en application certaines recommandations. Il y a eu également une assemblée extraordinaire au cours de laquelle il y a eu ce fameux Code général des collectivités territoriales décentralisées dont on attend l'application sur le terrain. Il y a eu, il faut le dire également, la réaction de la communauté nationale et de la communauté internationale. Une réaction assez controversée. C'est-à-dire que si pour les uns, il y a une certaine avancée, pour les autres, rien pratiquement n'avance. Notamment pour une partie de la communauté internationale qui estime que ce grand dialogue n'est qu'une étape, qu'il faut aller plus loin pour un dialogue plus constructif en associant d'autres acteurs qui auraient dû être directement concernés, c'est-à-dire les séparatistes. C'est la raison pour laquelle nous savons que les États-Unis ont appelé à la poursuite de la médiation en Suisse entre le gouvernement, en tout cas entre ses représentants, et les séparatistes. Mais malheureusement, on a l'impression que cette option-là ne continue plus. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la terreur se poursuit sur le terrain. C'est parce qu'il y a une absence de dialogue. Et l'option militaire privilégiée par le gouvernement, honorable Marlys Dolabel, avec le renforcement du dispositif sécuritaire, près de 700 gendarmes déployés dans le nord-ouest et sud-ouest. Et aujourd'hui, c'est une congrégation religieuse, la Presbyterian Church in Cameroun, très présente dans le nord-ouest et sud-ouest, qui a réagi après que l'un de ses pasteurs a été arrêté dans des conditions troubles, incarcéré, molesté avant d'être libéré. Et ce modérateur également évoque la souffrance des populations civiles prises en tenaille entre ces exécutions sommaires, enlèvements, kidnapping, demandes de rançon et également les incendies des villages, s'interrogeant sur le fait
de l'absence de l'esprit du grand dialogue national sur le théâtre de la crise anglophone. Comment expliquer une telle situation? C'est extrêmement pénible qu'on soit rendu après le grand dialogue national à cette situation. Mais je pense que c'est parce que tout le monde ne joue pas le jeu. Parce que lors du dialogue, tous ces sujets ont été abordés, discutés, et les résolutions ont produit le statut spécial. Moi, je pense que si on est honnête, si on est républicain, si on sait qu'on a élu des représentants qui sont là pour nous gouverner, pour que le Cameroun existe et soit paisible, il faut absolument qu'on respecte les résolutions qui ont été prises. Maintenant, au lendemain de la mise en place de ce statut spécial, s'il se trouve que et c'est en cela que je salue la position du cardinal Toumi qui a participé, et voir maintenant si ça répond aux préoccupations ou pas. À combien %? Pas encore séparé, il reste mes frères. Ma demande. Tous, nous ne pouvons pas aller à l'Assemblée nationale pour discuter. Nous sommes obligés de choisir ceux qui nous représentent. C'est important donc de passer par ces échéances électorales. Maintenant, d'implémenter les résolutions. Qui n'y croient plus vraiment. On a vu l'Assemblée nationale rester silencieuse durant ces 3 ans de crise. Aucun débat parlementaire n'a été organisé concernant la crise anglophone. Il a fallu que le Parlement européen s'exprime sur la question pour que l'on voie les présidents des différentes chambres basses et hautes du Parlement camerounais pour qu'ils réagissent pour défendre le gouvernement. Qu'est-ce que ces populations peuvent attendre des prochains élus alors que durant 3 ans de crise, il n'y a eu aucun débat, aucune interpellation officielle de la part des parlementaires, de la part des élus locaux sur la question et le problème dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest? Alors, quand il y a des sujets aussi graves, je voudrais que tous ceux qui nous aiment, c'est-à-dire et les Européens et les Américains, restent dans la posture du Conseil. Parce qu'ils ont eux-mêmes leurs problèmes internes qui appellent à des revendications. On voit bien en France le problème sur les retraites. On voit les gilets jaunes. On voit chaque pays, chaque peuple, à un moment donné de son histoire, peut être confronté à des situations difficiles. Personne n'a véritablement la solution. Ce qui est important, c'est qu'on s'assoie et qu'on parle. On s'est assis, on a parlé, on a trouvé une solution. S'il vous plaît, permettons qu'elle soit implémentée. Si elle n'est pas satisfaisante, alors, par honnêteté, tout le monde devra reconnaître que ce statut spécial n'était pas la bonne réponse. Et à ce moment-là, on passe à autre chose. Mais on ne peut pas barrer ce que tout un peuple a sorti après 5 jours de travail. Je dis, c'est même pratiquement une insulte. C'est penser que ces personnes qui nous ont représentés à ce débat, 1, n'avaient pas qualité, 2, n'avaient pas compétence. Moi, je préfère me dire que autant de personnes assises ensemble ont forcément produit quelque chose qui peut être utilisable. Utilisons-le. Et mes frères anglophones séparatistes, je précise bien séparatistes, qu'ils arrêtent de se mutiler, de tuer, de se faire tuer, etc. Parce que pour l'heure, ça ne nous avance pas à grand-chose. Vraiment pas à grand-chose. Qu'ils permettent que les élections se tiennent. Après les élections, qu'on implémente ce statut spécial. Et que maintenant qu'on tire les conclusions, si on se rend compte que ce n'est pas ça, on passe à autre chose. C'est compris, justement. Je l'ai dit 50 fois, mais c'est ce que je pense. J'aimerais avoir d'abord Maître Lavoisier Tsapi sur l'appel lancé par l'honorable Marlys Doualabel demandant à ce que les élections se tiennent, s'adressant à ces groupes armés séparatistes, de permettre que les élections se tiennent dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, permettre déjà l'implémentation du statut spécial afin d'en faire l'évaluation et éventuellement des modifications s'il s'en avère nécessaire.
Quelle est votre réaction? Ben, le problème se pose parce que au grand dialogue national, le gouvernement RDPC s'était arrogé le droit tout seul de choisir ceux qui vont y participer. On n'a pas demandé aux anglophones de se réunir et de choisir leurs participants. Encore moins, on n'a pas associé les forces combattantes sur le terrain. Donc moi, il me semble que si les forces séparatistes rejettent les conclusions du grand dialogue national, c'est parce que ces forces n'ont pas été associées à cette solution-là. Et l'intervention du modérateur de la PCC, c'est une intervention qui reflète la réalité sur le terrain, contrairement à ce que le chef de l'État a dit dans son discours de fin d'année. Vous savez, la Presbyterian Church of Cameroon, dans le sud-ouest et le nord-ouest, c'est une structure qui a de nombreuses églises réparties dans toutes les villes du sud-ouest et du nord-ouest. Ils ont des écoles primaires, secondaires, universitaires. Ils ont des hôpitaux. Donc c'est une congrégation qui a de nombreuses structures sur le terrain. Et toutes ces structures sont en faillite. Donc lorsque le modérateur de la PCC vous dit que la situation sécuritaire est en train de s'empirer sur le terrain, c'est un témoin qui parle d'une réalité qu'il vit sur le terrain. Alors, lorsque le chef de l'État dit que on va prendre des dispositions pour que les élections se tiennent dans les deux régions, je pense qu'il s'agit là de quelque chose qui n'est pas faisable. Parce que, en l'état actuel, nous l'avons décrié sur ce plateau depuis plusieurs mois. Vous allez tenir des élections. On a envoyé l'armée. Et vous savez que plus le renfort militaire donne l'impression aux anglophones que la répression est en train de s'accentuer. Le renfort militaire, la menace a aussi été claire. Le renfort militaire n'est pas là pour rassurer la population. Le renfort militaire, compte tenu des exactions qu'on a vues par le passé, donne l'impression dans l'esprit des anglophones que la répression va se poursuivre. Et ensuite, vous envoyez des militaires dans la plupart de ces zones, il n'y a plus personne. Les villages ont été incendiés, brûlés, etc. Vous allez dans le nord-ouest, il y a de nombreux villages où il n'y a personne. On va envoyer l'armée. On a vu l'installation du sous-préfet de Bonekouma dans la région de Woum. On a vu comment ça allait se passer. C'est dans un village vidé où il n'y a personne. Donc les gendarmes s'en vont renforcer la sécurité. On fait les élections avec qui dans le sud-ouest et le nord-ouest? Les réfugiés ne sont pas rentrés. Les réfugiés internes et externes ne sont pas rentrés. Et tout ça là, les gens qui ont été déplacés, ils ne sont pas rentrés chez eux. Il y a encore quelques électeurs qui résistent là-bas. Et je pense que qu'on dise qu'on va tenir les élections dans le sud-ouest et du nord-ouest, ce n'est pas normal. Il fallait suspendre les élections dans ces deux régions. Et comme vous-même, honorable, vous l'avez dit, réorganiser un nouveau dialogue. Il n'y a aucune honte à cela. Le statut spécial dont on parle dans le code des collectivités, c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas ça. Ça ne va pas régler le problème des anglophones. Parce que quand vous prenez même la chambre de House of Chiefs qui a été mise ici, là, ce n'est pas le House of Chiefs qui a existé entre 61 et 72. Non. Quelle est la différence? La House of Chiefs qui a existé entre 1961 et 1972, lorsqu'il y avait l'État fédéral du Cameroun occidental, c'était une chambre parlementaire. C'est-à-dire que les projets de loi passaient par la House of Chiefs avant d'arriver à l'Assemblée nationale de West Cameroon National Assembly. Donc, les chefs qui constituaient cette chambre étaient consultés en premier sur les projets de loi parce qu'ils étaient en contact direct avec les populations. Et c'est après leur approbation que ces textes de loi allaient à l'Assemblée nationale. Or, le statut spécial qu'on donne à la région du sud-ouest et du nord-ouest, ça ne leur donne pas une assemblée régionale, non. Ça crée une région, comme il y en a dans les régions anglophones, comme il y en a dans les zones francophones, à la seule différence que dans les zones anglophones, on dit que 20 chefs supérieurs dans le sud-ouest, 20 chefs supérieurs dans le nord-ouest vont compléter l'assemblée régionale. Mais ça ne fait pas de cette assemblée-là une assemblée telle qu'on l'a connue par le passé. Et ensuite, nous l'avons dénoncé la fois passée, les pouvoirs de tutelle ne cessent pas.
Prenez le code des collectivités, article 74, article 72. Les sous-préfets, les préfets restent les maîtres du terrain. Le pouvoir reste centralisé avec ce texte-ci-là. Dans le statut spécial dont on parle. Et d'ailleurs, le texte dépend d'un autre texte qui va être pris, même dans 5 ans, même dans 6 ans, même dans 7 ans, tant que la population a voté. Je voudrais dire que, après le 9 février, on n'aura pas les représentants de la communauté anglophone élus dans le sud-ouest et le nord-ouest. Et quand vous prenez... il y a des partis politiques qui sont engagés dans la compétition électorale. Même les n'étant pas sur place. Mais qu'est-ce que vous voulez? Après vous... Donc vous allez élire des gens, on a incendié les communes, on a incendié les services administratifs, ils vont aller siéger où? Et puis les ambazoniens, ils ont les listes de tous ces gens-là. Vous savez, l'embêtant, Cédric, dans cette crise anglophone, c'est que après les élections, ils vont se retirer. Vous allez laisser la population. Ceux qui sont allés voter, les ambazoniens viendront leur demander de rendre compte. L'armée ne sera plus là pour les protéger. Dans ce climat de tension, nous avons sur ce plateau Serge Aimé Bicoy. Bonjour. Bonjour, Cédric Moufeli. Vous êtes chef de service politique à Radio Timunisanto, RTS émettant à Yaoundé. Il y a cette option choisie par le gouvernement d'organiser des élections dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, élections législatives et municipales sur fond de crise anglophone, avec également ce statut spécial qui suscite la controverse. Vous avez suivi le RDPC sur ce plateau, l'honorable Alain Dorabel, défendre le fait qu'il faut d'abord sur le théâtre de la crise anglophone. Bien, l'analyse politique que l'on peut en faire est liée au fait que il faut aujourd'hui questionner le pourquoi ce politique qui sévit dans le nord et le sud-ouest. Il faut davantage questionner l'ensemble des mécanismes d'action, des stratégies et des solutions qui ont été mises en vitrine pour voir dans quelle mesure ça cadre véritablement avec les préoccupations et les problématiques. Ça m'a posé un problème parce que premièrement, il faut d'abord noter que s'il n'y a pas la présence d'un ensemble d'acteurs qui sont considérés comme des protagonistes de la question, il y aura forcément des biais qui vont être relevés. Je me sens essentiel dans la dynamique de règlement d'un conflit déterminé, ça pose un problème. Et c'est pour cela que vous avez eu à constater que même le débat qui a porté notamment sur la refonte de l'État du Cameroun avec en toile de fond la convocation d'un ensemble de grilles de lecture, les fédéralistes, les décentralistes, les régionalistes, de même que les sécessionnistes, on a tablé que sur la moindre grille de lecture de refonte de l'État qui avait été posée quelques mois avant. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que les sécessionnistes aujourd'hui, c'est vrai que si on ne peut pas poser le débat du sécessionnisme, parce que c'est déjà à mettre c'est à mettre sous le boisseau, il faut au moins que où il était seulement question de parler exclusivement de la décentralisation. Et alors là, ça pose un problème. Si aujourd'hui on n'arrive pas davantage à débat de fond encore, il n'est pas encore implémenté. Si l'on s'en tient au code général de la décentralisation qui a été adopté tout récemment lors de la session parlementaire extraordinaire. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il faut également noter que aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à convoquer les réels, que vous voyez donc ce type de préoccupation, ça montre aujourd'hui que l'on évolue avec des solutions. Si on veut davantage surfer sur les solutions que l'on peut construire, qui y vivent. Ça, c'est le discours officiel. Vous savez, nous sommes là dans le jeu de la session extraordinaire, en fait, qui a été débattue lors de la session parlementaire extraordinaire, rencontre l'assentiment d'un ensemble de préoccupations des populations locales. Ça pose toujours un problème. Donc, on a l'impression que il y a véritablement des problèmes réels qui ont toujours été posés depuis plusieurs années par rapport à la crise anglophone. Nous sommes déjà à la 4e année, parce que c'est depuis 2016 que ce problème a cours. Mais si l'on veut évoluer avec un ensemble de questions que l'on va biaiser de façon permanente, est-ce que sud-ouest. Pour autant, il y a, vous avez suivi sur ce plateau, des appréhensions sur les pouvoirs dévolus à ces collectivités territoriales décentralisées qui doivent se mettre en place après les élections. Et sur le terrain, il y a toujours de la violence. D'un autre côté, l'autorité administrative dit que la situation est sous contrôle, mais cette lettre du modérateur de la PCC révèle une situation sécuritaire préoccupante. Quel est votre regard sur la situation actuelle? Monsieur Nefelet, je me suis toujours méfié, je me méfie toujours de la communication en temps de guerre. Les protagonistes ont chacun une forme de communication qui a tendance à dire leur vision de la guerre. On se rappelle de ce ministre
de l'information d'un pays pendant qu'ils étaient assiégés, pendant que le pays brûlait. Il disait devant les caméras et en fond sonore, on voyait les bombardements, qu'il maîtrise la situation. Alors, cela dit, permettez-moi de situer les enjeux du double scrutin du 9 février. Il me semble le premier enjeu, c'est l'enjeu de la participation, qui se mesure à l'aune du taux de participation. On a un parti majeur au Cameroun et qui a boycotté cette élection et qui promeut le boycott. On a deux régions importantes du pays qui sont en guerre. Alors, le taux de participation serait un indicateur majeur pour nous permettre de ça, parce qu'on a enfin le gouvernement qui dit les élections vont se tenir, nous allons sécuriser. Alors, le taux de participation nous en dira davantage, et ce sera une donnée factuelle sur laquelle on ne pourra pas épiloguer. Le taux de participation me semble être un enjeu, ou bien la participation un enjeu majeur, même s'il est symbolique. Deuxième enjeu symbolique, toujours, c'est la reconfiguration du paysage politique au Cameroun. Le SDF, qui est la deuxième formation politique de par sa représentation au Parlement et dans nos mairies, et qui a vu son candidat relégué au quatrième rang, ou on va dire au troisième rang des partis d'opposition. Est-ce que le SDF va garder son rang de première formation politique d'opposition, ou est-ce que le SDF va se laisser clouer au pilori par le PCRL dont le candidat était deuxième parti d'opposition, élection présidentielle, le premier c'est un désisté. Pour moi, c'est un enjeu important, même s'il est un enjeu symbolique. Maintenant, les enjeux de fond. Les enjeux de fond, c'est quoi? C'est justement la mise en œuvre du code général de la décentralisation. C'est très important. Parce que que ce soit les députés qu'on va élire, et notamment et plus particulièrement, plus spécifiquement les conseillers municipaux, c'est eux qui seront chargés de mettre en œuvre ce code général de la décentralisation qui en soi contient ce statut particulier des deux régions anglophones. Il faut dire que la House of Chiefs on peut lui donner le pouvoir financier qu'il demande. Parce qu'en fait, il s'agit du pouvoir financier. Permettre à ce House of Chiefs d'avoir une décision, la première décision, sur les projets qui seront inscrits dans le budget. Que le budget soit plus décidé à Yaoundé, le budget de ces régions, que ce budget soit décidé dans ces chambres locales, ce sera un enjeu. Et il faudra bien qu'on donne le pouvoir, par les textes particuliers qui sont annoncés dans ce code, à cette chambre des chiefs, cette chambre des chiefs, pour leur permettre de pouvoir avoir ce pouvoir financier, ce pouvoir parlementaire dont vous disiez tantôt, dont Maître Lavoisier disait tantôt, qui est un pouvoir financier. Dernier enjeu, c'est ne se reconnaissait plus en ses représentants. Et ce n'est pas seulement le fait de ces deux régions anglophones, c'est le fait d'une bonne partie de la population camerounaise qui ne se reconnaît plus dans ces représentants qui sont à l'heure actuelle. Il y a nécessité de renouveler la classe politique. Et ce renouvellement doit tenir compte des enjeux, de l'enjeu que je viens de dire, le troisième, qui porte sur la mise en œuvre de ce code. Donc il faudra qu'on laisse à la population non seulement de choisir des personnes qui seront compétents, qui ont la compétence requise pour pouvoir mettre en œuvre de façon efficace ce code, mais il faudra aussi qu'on les choisisse librement, que les votes ne soient pas instrumentalisés, qu'on n'achète pas les consciences, qu'on laisse le peuple choisir en liberté, pour qu'en réalité, qu'en fin de compte, que les représentants qu'ils auront choisis soient ceux en qui ils vont se reconnaître. C'est une condition d'apaisement. Sur ce plateau, nous avons un journaliste qui a 30 ans d'expérience, qui suit les élections depuis de nombreuses années, législatives et municipales. Edmond Kambia, le contexte sécuritaire, la situation, participer de façon effective et choisir leurs représentants sur fond de débat sur le statut spécial de ces deux régions anglophones? La réponse est non. La réponse est non. On n'a même pas besoin de nuancer. Les élections du 9 février 2020 dans le nord-ouest et le sud-ouest ne permettront pas aux populations qui y résident théoriquement, je dis bien théoriquement parce qu'ils n'y sont plus, ils sont soit réfugiés au Nigeria, soit déplacés internes dans les 8 autres régions du pays. Et ils sont plus de 800 000, si ce ne sont 1 million de personnes environ. Donc, on ne sait pas exactement combien
d'électeurs camerounais résidant au nord-ouest et sud-ouest résident encore là au jour d'aujourd'hui. C'est la première raison pour laquelle je vous dis que ces élections ne permettront pas de déterminer de manière efficace et de manière légitime qui seront les véritables représentants des populations du nord-ouest et du sud-ouest dans ces deux régions. La deuxième chose, c'est en relation avec ce que vient de dire Dr Ariel Nitedem. Il a parlé des enjeux, et des enjeux véritablement importants. Mais que valent tous les enjeux que vous avez cités, M. Ariel Nitedem, lorsque le processus électoral n'est pas transparent, ne peut pas produire un résultat crédible? Parce que les enjeux auraient été totalement différents si, avant ces élections, les autorités avaient convoqué tous les acteurs politiques pour reformer de manière consensuelle le système électoral, ou tout au moins le code électoral, avant d'y aller. Et là, tous les enjeux que vous avez cités, je crois, seraient pertinents, en commençant par l'enjeu de la participation. Aujourd'hui, il sera très difficile même d'évaluer l'enjeu de la participation dans un contexte de boycott. C'est vrai qu'on va observer dans différentes localités du pays, par le fait que certains électeurs ne se déplacent pas vers les urnes entre 8h et 18h, mais cela va être difficile à évaluer à partir du moment où de bonnes raisons laissent penser qu'on peut encore assister aux situations de fraude auxquelles on a déjà assisté dans le passé. Et vous connaissez très bien les techniques de fraude qui ont souvent été utilisées. L'enjeu sera difficile. Je reste sur l'enjeu de la participation. Sera difficile à évaluer à partir du moment où les organes qui sont censés participer à évaluer la participation ne seront pas à même de produire un résultat crédible. Pourquoi je dis ne seront pas à même à produire un résultat de participation crédible? Puisqu'il faudra absolument politiser la participation pour laisser croire que le boycott n'a pas marché. On donnera un chiffre convenable qui donne l'impression que le boycott n'a pas marché du tout. Et que même le message annoncé par les séparatistes dans le nord-ouest et sud-ouest, qui disent qu'ils vont empêcher les populations de voter, n'est pas passé. C'est-à-dire, on va même laisser croire que leur message n'est pas passé, en donnant des résultats dans le nord-ouest et du sud-ouest, qui ne vont peut-être pas correspondre à la réalité des faits, tout simplement parce que les populations électrices de ces deux régions n'y sont plus. Je dis bien n'y sont plus, puisque nous avons nos correspondants sur le terrain qui nous donnent des informations sur l'exode des populations qui partent tous les jours depuis l'arrivée des gendarmes dans le nord-ouest et du sud-ouest. Maintenant, il y a d'autres enjeux possibles par rapport à la question de fond que vous avez posée, M. Sédhic Moufélé. Ces élections, que vont-elles apporter de nouveau au Cameroun dans le contexte actuel? On aura peut-être le renouvellement d'une classe politique dans un contexte d'élections très controversées. Pourquoi élections très controversées? D'abord par rapport à la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, où la plupart des Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, auraient bien souhaité que la question de la paix définitive, que la paix durable et définitive soit réglée dans le nord et le sud-ouest. Et malheureusement, nous n'aurons pas la paix dans le sud-ouest et le nord-ouest. Pour la simple raison, je dis bien, pour la simple raison que nous ne sommes pas encore parvenus à un cessez-le-feu. Condition essentielle d'un retour aux activités ou aux élections dans le nord-ouest et le sud-ouest. Permettez-moi de vous dire qu'il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte. Les guerres de sécession sont faites pour durer. Aucune guerre de sécession ne se règle en 5, 10, 20 ans. Donc il faut prendre ça en compte. Mais s'il y a la volonté politique, ça peut se régler. C'est un paramètre qu'il faut considérer. Je vous en prie. On donne la parole d'abord à l'honorable Marlis Dolabel sur le problème de la sécession. Vous avez suivi, Dr Ariel Nitedem, insister sur le fait que ce sont des guerres qui durent durant de nombreuses années. Le gouvernement aujourd'hui envoie le RDPC à ses militants engagés dans la compétition électorale avec principal argument statut spécial du nord-ouest et sud-ouest. Pour autant, les uns et les autres ici relèvent l'exode massif des populations
et les conditions qui sont loin d'être réunies pour des élections crédibles et transparentes dans ces régions en guerre. Comment peut-on organiser des élections dans des régions en guerre depuis près de 2 ans et demi aujourd'hui? Je vais commencer par Maître Lavoisier. Maître, vous m'inquiétez. Hein? C'est vrai, vous m'inquiétez parce que je me demande si... En disant la vérité. Non, je pense que donc ce que vous dites n'est pas ce que vous faites. Finalement, le MRC est plus honnête que vous. Non, pourquoi? Parce que, premièrement, concernant le dialogue national, l'agenda était connu. Tout le monde connaissait les sujets qui allaient être abordés. Vous avez accepté de participer. Certains d'entre vous ont même dirigé des commissions. On a sorti des résolutions. Je dis pour être honnête, il y a un minimum de loyauté et d'adhésion qui fait que vous qui avez participé aux travaux, même si ce que vous vouliez n'est pas atteint à 100%, vous êtes quand même solidaire de ce qu'on a pu produire ensemble et de manière consensuelle. Donc normalement la bonne attitude c'est de faire en sorte que ce résultat soit implémenté. Mais vous êtes le premier à dire que non, ça ne marchera même pas. Non, mais attendez. Il y a des forces qui se battent sur le terrain pour excusez-moi, quand on bâtit ensemble, quand on est une famille et quand on fait ensemble, on n'est pas obligé pour avancer d'être tous d'accord sur tout. Mais on peut avoir des points d'engagement communs qui nous permettent de faire bouger les lignes. Deuxièmement, quand je disais qu'on peut recommencer le dialogue, c'était après avoir implémenté. Ça ne sert à rien de recommencer un dialogue. Ça veut dire désavouer toute la peine qui a été prise par les uns et par les autres, c'est manquer de respect aux gens. On ne peut pas implémenter une solution les laissons implémenter. Qui ne rencontre pas l'assentiment des populations. Quelle population? Vous n'allez pas expliquer. C'est une minorité. Si c'est vrai que les séparatistes sont une minorité, comme les anglophones nous le disent et nous le confirment. Mais une minorité ne peut pas diriger une majorité. C'est pas une minorité. Alors si ce n'est donc pas une... Je vous en prie, Maître Chapi, elle a la parole. Permettez qu'elle aille jusqu'au bout, vous allez réagir après. Si ce n'est pas une minorité qui est séparatiste, je parle bien des séparatistes, j'ai toujours entendu dire que les séparatistes constituaient une minorité. Alors si les séparatistes constituent une minorité et arrivent à imposer la loi, ça veut dire véritablement qu'il y a plus de séparatistes qu'on ne le croit. Mais le cardinal Christian Toumi a produit un rapport transmis au chef de l'État. Oui, et dans le sondage qu'il a réalisé, il dit que 64% au moins des personnes sondées ont démontré leur assentiment pour les voix séparatistes. Et il a recommandé au gouvernement, pour couper la poire en deux, de mettre sur pied le fédéralisme. En lieu et place au fédéralisme, le gouvernement a choisi le statut spécial. Et ce que les gens se posent comme question, c'est de comprendre pourquoi la proposition de statut spécial n'a pas calmé les ardeurs sur le théâtre de la crise anglophone. Le cardinal a livré une information après une enquête sur le terrain. Ok? Ce même cardinal a participé au dialogue. Ce même cardinal est allé vendre le statut spécial dans les zones anglophones et a déclaré qu'il pense que c'est une avancée et qu'on pouvait y adhérer et voir ce que ça donne. Moi, je dis, dans la vie, il faut être raisonnable. La personne qui pilote le pays au jour d'aujourd'hui, c'est le président Paul Biya. Il nous a écoutés, il nous a fait asseoir, on a sorti des résolutions, implémentons-les et on verra. Maintenant, le SDF, moi, je pense que vous avez intérêt à clarifier votre position parce que, finalement, en jouant comme ça, c'est même vous qu'on attrape plus que les autres. Justement, Maître Lavoisier Sapi, pour conclure cette émission, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ces violences meurtrières dans les régions du nord-ouest et sud-ouest au moment où la campagne électorale s'ouvre à travers le triangle national? Je pense que le SDF ne se contredit pas dans sa position. Nous sommes allés au dialogue national, le SDF, avec la proposition du fédéralisme. Et la proposition du fédéralisme reste d'actualité aujourd'hui. Le président Paul Biya, qui est le chef de l'État, avait enquêté sur le problème anglophone et lui-même a conclu avec le gouverneur Abom Achoyi que le fédéralisme était ce que les anglophones souhaitaient. Aujourd'hui, là, il faut être honnête de reconnaître que les anglophones veulent le fédéralisme, pas la décentralisation qu'on est en train de leur proposer. Le statut spécial, là,
ce n'est même pas la décentralisation, parce que, lisez le statut spécial, le pouvoir reste centralisé. Les gouverneurs restent ceux qui ont la haute main sur les régions, les préfets, ils ont la haute main sur les mairies, etc. Et je pense que la solution, c'est d'organiser un dialogue sincère. Parce que ce que nous reprochons au RDPC, c'est que le RDPC s'arroge toujours le monopole de la connaissance. Le RDPC croit pouvoir raisonner, voir ce qui est bien pour tous les Camerounais. Mais quand le président agit, ce n'est pas le RDPC, hein? C'est le président de la République qui a pris une option qui est le dialogue national. Merci, messieurs, mesdames. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, docteur Ariel Netedem, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, honorable Marlise Dolabel, d'avoir participé à ces échanges. Merci Serge Aimé Bicoy, maître Lavoisier Sapi et Edmond Kamgia d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.